une africaine. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a des présidents, par exemple, il y a des présidents africains qui en parlent. Par exemple, si nous prenons l'exemple de ce président malgache qui me parle d'une nouvelle Afrique, vous y croyez? Naturellement, j'y crois. Parce que moi, je suis toujours optimiste. Hein. Je suis toujours optimiste. Je suis toujours optimiste. Mais le problème, c'est que ce ne sont pas les autres qui vont nous aider à créer cette nouvelle Afrique-là. Ce sont les Africains qui devront prendre le destin en main et d'accepter de souffrir pour les autres. Mais nous, on n'accepte pas de souffrir pour les générations futures. Hein. Si aujourd'hui les États-Unis sont là où ils sont, ce n'est pas Trump, ce n'est pas Obama. Je suis désolé, mais ça c'est depuis les George Washington. C'est eux qui ont posé les premiers jalons. Mais nous, on parle de Nyering Lofeke. De Nyering Lofeke, alors que le développement ne se fait pas en un seul jour, ne se fait même pas en une décennie, 10 ans. Mais on peut poser les jalons. On peut poser les jalons. Et je me dis, le premier jalon, c'est le fait d'accepter qu'on est pauvre. Et maintenant, essayer de gravir les jalons pour se dire de cette pauvreté. Mais tant qu'on est là en train de nous parler de taux de croissance, qui ne se sent pas dans le panier de la ménagère d'ailleurs, quand on parle d'infrastructures, mais c'est bien beau, mais il y a un fossé entre ce que nos dirigeants disent et ce qui se passe dans la réalité. Et là également, ils vont vous rétorquer pourquoi les EFAG est là, pourquoi les Turcs sont là. Ils vont vous dire que c'est la mondialisation, on n'y peut rien. Quand par exemple Trump a dit aux Européens là, nos accords sur l'acier là, je vais fermer mes frontières, je vais augmenter les taxes. Même les Amériques se protègent, le protectionnisme de Trump. Mais nous on dit ouverture des frontières, on signe les APE. Le Sénégal fait partie des premiers pays à signer les APE. On n'a pas une monnaie qui nous est propre. Le CFA, ça pose problème. Naturellement, le CFA, ça pose problème. Mais si vous savez, la meilleure manière de faire un problème, c'est de dire que c'est trop technique, on ne sait pas. Mais pourquoi nous sommes des humains? Et ça me permet un peu de franchir un peu un cap. Pour vous poser cette question sur la nouvelle monnaie, l'éco. Vous en dites quoi? L'éco, on va dire, c'est un couteau à double tranchant. Si on a les dirigeants qu'il faut, si la France sort de leur conseil d'administration, mais la France reste garant, on est toujours sous le joug de la France. Oui, sous le joug de la France. Il faudrait donc qu'on puisse arrêter cela. Et que ce n'est pas Macron sur le perron du palais ivoirien là, avec Ouattara qui va nous dire que j'ai entendu la jeunesse africaine. Ça me fait mal. Pourquoi nos dirigeants n'ont pas entendu la jeunesse africaine? Les Kémy Shabab, les Guy Marius Sagna et autres. Pourquoi ils n'ont pas entendu ces jeunes-là? Et c'est Macron qui quitte la France pour venir chez nous pour dire que j'ai entendu la jeunesse africaine réclamer une monnaie. Et là, ils disent, moi je dis que c'est un cadeau empoisonné. Si on n'a pas un leadership à la hauteur, on risque de voir un franc CFA sous une autre forme. Un franc CFA sans le franc CFA. Parce que changer seulement de nom, mais ça ne veut rien dire ça. Ce qui est à l'intérieur, c'est les conditions pour cette nouvelle monnaie-là. Pas Macron de nous dire ce qu'on doit faire. Il faut également oser taper sur la table pour dire que ce sont les dirigeants africains qui devront prendre les mesures qu'il faut pour l'Afrique et non la France. D'accord. C'est important. Et à cette époque-là où on parle de pandémie de Covid-19, vous venez de le dire tout à l'heure, qu'on comprend qu'à présent, il faut, bien entendu, se replier sur soi-même pour se développer. Et à présent, je vais vous poser cette question-là, cette dernière question, pour dire, est-ce que l'Afrique est véritablement un spectateur par rapport à cette mondialisation, cette globalisation? Naturellement, on est toujours spectateur. Et on est victime de cette mondialisation. Parce que nous, on a un complexe de consommer nos produits locaux. On a un complexe de consommer nos produits locaux. Et cette mondialisation nous rappelle que c'est bien de s'ouvrir, mais il faut d'abord se protéger. Il faudrait qu'on puisse faire chez nous la promotion de nos produits locaux. Et on comprend, actuellement, tout le monde se ferme. Tout le monde se ferme? Ah oui. Tout le monde se ferme. Qu'on puisse avoir une autosuffisance en riz. On en parle depuis 2017. On en parle depuis 2017, mais ce n'est que de la poudre aux yeux. Il faudrait qu'on puisse nous-mêmes prendre notre destin en main en faisant quoi? En essayant de consommer ce qu'on trouve chez nous, comme les autres. Mais tant qu'on a ce complexe-là, tant qu'on pense si on n'a pas de chaises à l'anglaise, si on n'a pas des fauteuils qui viennent du Maroc, si on n'a pas des dalles Maroc là, au lieu d'acheter les dalles Ngaï, là ça pose problème. Ça pose problème. C'est pourquoi je réussis quand je voyais un ministre qui
qui est costume cravate, Burlington, hein, États-Unis, qui est assis, chaise, fauteuil, made in Italia, et qui dit on va faire la promotion de nos produits locaux. Mais comment faire cette promotion? C'est paradoxal. C'est paradoxal. Ouais. Le jour où on va voir nos dirigeants prendre le petit déjeuner, la bouillie de mille, là, le fondé comme on l'appelle. Le jour où on va voir, comme Thomas Sankara, qu'on puisse avoir des présidents qui portent nos habits traditionnels africains, peut-être ce jour-là, on pourra dire qu'on est au début pour se développer. Mais là, par exemple, si vous achetez un produit qui vient de la France, vous êtes en train de participer au développement de la France et de tuer notre industrie locale qui a du mal à décoller. Et là également, c'est nous. Hein, on parle de 200 multinationales françaises qui sont au Sénégal. Quand même, c'est plus de, oui, plus oui. Et là, où sont les Sénégalais? Où sont les Sénégalais? Ils sont dans la sous-traitance. Ils sont dans la sous-traitance. Et là, ça pose problème. Il faudrait qu'on puisse avoir des leaders sénégalais. Un secteur privé fort. Mais un secteur privé fort ne va pas être un secteur privé derrière un président. Mais un secteur privé qui puisse défendre les intérêts de l'Afrique et du Sénégal. Là également, il faudrait insister sur ça. Parce que parfois, ce qu'on appelle le secteur privé au Sénégal, c'est les gens qui ont des accointances avec le régime. Si vous n'êtes pas avec le régime, on vous casse du sucre sur le dos en vous disant que vous faites de la politique, mais vous êtes dans, ok? Alors que le Sénégal, c'est le Sénégal de tous, comme ils disaient eux-mêmes. Le Sénégal pour tous. Mais on a comme l'impression qu'on est dans du clientélisme. Il faut venir être derrière pour avoir des marchés. Si vous n'êtes pas derrière vous n'allez pas avoir de marché. Et là, ça pose problème. Là, ça pose problème. Donc, le fondamental, c'est un retour à nos valeurs, c'est un retour à nos produits locaux pour aider l'artisanat local. Parce qu'on n'a pas d'industrie, hein, au final. On n'a pas d'industrie chez nous. On n'a que l'artisanat. Aider nos braves paysans pour qu'on puisse atteindre cette autosuffisance en riz. On a fixé, ça fait quelques jours, le prix au gramme d'arachide, mais ça fait peur. Parce que les paysans ont du mal à acheter de quoi manger. Ils ne vont pas acheter les semences avec ces prix fixés-là. Je pensais que cette année, l'État allait faire en sorte d'offrir les semences aux paysans. Mais non, hélas, on ouvre le marché. Raison pour laquelle les paysans n'ont pas vendu leurs arachides à l'État. Naturellement. Ils ont préféré vendre la Chine. Voilà. Parce que là également, si la Chine passe 300 francs, pourquoi la Sonocas n'a pas acheté 300? C'est problématique. C'est problématique. La Chine, les Chinois, si la Chine achète 300, ça veut dire que Sonocas peut acheter plus de 300. Mais la Sonocas va avoir des bénéfices beaucoup plus consistants. Et ces bénéfices ne vont pas retourner au travers, mais ces bénéfices vont être dans un cadre beaucoup plus restreint pour certains. Et là, ça pose problème. Et c'est pourquoi, comme disait Axel Kabou, et est-ce que l'Afrique ne refuse pas le développement? Est-ce que nous, on ne se plaise pas dans une situation de pauvreté? Est-ce que ça ne nous arrange pas quelque part? Parce que, il faut oser le dire, en Afrique, nos dirigeants, ils jouent sur deux leviers. L'ignorance de la population, misère de la population. Tant qu'on est misère, tant qu'on est ignorant, on est facilement dominé. Donc, au lieu de participer à la promotion d'une institution, au lieu de participer à la promotion d'un développement endogène, ils vont faire du tafiengal de gauche à droite. Et là, je suis vraiment désolé, mais on ne peut pas être au rendez-vous et de recevoir dans ces conditions-là. On ne peut pas non plus être au rendez-vous du donner et du recevoir en refusant ce remède de Malgas. Ce docteur, Jérôme, vous avez déjà parlé, ce Congolais, et qui a commencé à parler de ce remède de Malgas, mais les Africains n'en croient pas, ou bien la plupart d'entre eux. Pourquoi la philosophie parle grec? Pourquoi la médecine parle Occident? Pourquoi la médecine parle Occident? Cette province du Congo là, si c'était un Français, on allait applaudir des 4 mains. Tout à fait. Mais pourquoi la vérité parle blanche? Sonne blanche. Non, sonne blanche. Pour paraphraser Serranta. Mais ça pose problème. Ça pose problème. Il faudrait que nous, qu'on puisse se surpasser de ce complexe-là. De ce complexe-là. Et de se dire que nous également, on a notre place au soleil. On est un citoyen du monde. Nous ne sommes pas, comme on le dit, on ne doit pas accepter d'être marginalisés, même si les autres
nous stigmatisent ainsi, mais c'est à nous de dire non, de montrer qu'on n'est pas dans ce siège-là. Mais c'est dommage, mais on a de plus en plus, on voit les Européens rire sur comment, on dit comment les Africains peuvent. Okay? Alors qu'ils sont en train de faire des tests cliniques avec des vaccins, créés par des Occidentaux. GSK et Oui. Et là également, ça pose le problème même qu'entretiennent les Africains avec les autres. On a du mal à voir un leadership africain capable de faire face. De faire face. On pense que l'Union africaine pouvait le faire, mais l'Union africaine, le siège de l'Union africaine est financé par l'Union européenne. On ne peut pas continuer dans ces conditions. Pour dire tout simplement que l'Afrique est loin d'être dans cette mondialisation. L'Afrique n'est même pas à la périphérie. Moi, je dis que l'Afrique voit la mondialisation de loin. Oui. Même si on se targue d'être citoyen du monde, mais c'est entre guillemets. C'est vraiment entre guillemets. On est des consommateurs de cette mondialisation et non des producteurs. On est des spectateurs de cette mondialisation et non des acteurs. Des victimes, bien évidemment. Des victimes, bien entendu. Monsieur Diallo, ça a été un plaisir de vous accueillir sur Réussir son bac. Votre dernier mot. Remercier le technicien, vous remercier et vous féliciter de votre excellent travail, du travail que vous êtes en train d'abattre pour que les élèves puissent réussir. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution. La solution pour le développement de l'Afrique, c'est que les Africains puissent prendre conscience, comme votre association Jeunesse Consciente. Je vous remercie. Merci M. Diallo. Ça a été un plaisir de l'accueillir. Et je rappelle que M. Diallo est mon professeur et également un tuteur depuis la classe de 3e. Amis élèves, à vous qui me suivez, c'en est tout pour aujourd'hui. On vous donne rendez-vous la prochaine fois dans un autre numéro de Réussir son bac. À la prochaine.